Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand, un épisode qui, comme vous pouvez le voir, sera spécial nouvelle délocalisation pour la 25e journée et le 25e débrief donc de cette saison. C'est à dire chez le futur promu en National 2 que nous avons décidé de venir poser nos caméras ce soir. On commence tout de suite par ce qui vous intéresse certainement le plus, la lutte pour le maintien qui a fait rage sur 6 terrains. Voici pour vous le film d'un samedi soir, sans pareil pour nos clubs de National 3. À 180 minutes de la fin de saison, il fallait avoir le cœur bien accroché lors de cette 25e sortie. 9 équipes réparties sur 6 terrains jouent en effet avec en ligne de mire le maintien tant espéré. Voici pour vous le but par but du samedi 27 mai qui, comme vous allez le constater, a livré beaucoup de vérités définitives. Au stade de Venoy où l'AG Caen, déjà maintenu, reçoit un FC Dieppe à qui il ne manque plus qu'un point, les choses ne tardent pas à se décanter. 3e minute, ce centre d'Emrys Gomis trouve Rémi Chombard qui expédie le ballon au fond des cages cannaises, 1-0 pour le FC Dieppe. À 70 km de là, le FC Saint-Lô et l'AS Cherbourg se disputent un derby crucial qui bascule dès la 5e minute sur cette reprise de la tête de Julio César Romanelli. L'arbitre juge que le ballon a franchi la ligne malgré le plongeon héroïque du gardien Xavier Gagnin. Difficile avec nos images de déterminer si le ballon a oui ou non franchi la ligne, toujours est-il que les joueurs du Cotentin mènent déjà 1-0. Chez la Lanterne Rouge, Montgaillard, le SU d'Yves Cabourg joue à qui tout double. Les joueurs de la Côte-Fleurie sont en effet les seuls à pouvoir être mathématiquement relégués à leur tour lors de cette 25e journée. Après une belle entame, les hommes de Philippe Clément ne sont pas loin d'être cueillis à froid, mais Maxime Verrier est vigilant dans sa surface. Retour à Caen où la mission maintien de Dieppe, déjà en bonne voie depuis la 3e minute, prend encore davantage d'épaisseur à la 33e. Plein d'abnégation, Rémi Chombard s'y reprend à 2 fois mais signe un doublé tout sauf anodin. Les Harans mènent 2-0 à l'avant-garde et ont un pied 4 orteils désormais dans le futur championnat de National 3. Quasiment contraints de s'imposer pour continuer à espérer, les joueurs du SU d'Yves Cabourg voient leur chance venir à la 37e minute lorsqu'ils obtiennent un pénalty sur la pelouse de Montgaillard. Aurélien Toris a un pénalty extrêmement crucial au bout du pied et transforme en prenant Dembokébé à contre-pied. Avec une équipe de Saint-Lô menée d'un but par Cherbourg et l'ESM Gonfreville toujours au coude à coude au Havre, le SUDC réalise pour l'heure une très belle opération. À quelques instants de la pause à Venoy, le suspense s'effondre définitivement lorsque suite à un corner joué en 2 temps, Adama Sidibé prolonge au fond des filets au 2e poteau. Dieppe mène désormais 3-0, ce sera le score à la pause, et se dirige enfin vers un maintien définitif. De leur côté, la baie du Havre et Gonfreville que vous voyez sur la droite de votre écran sont toujours à 0-0. Il en va de même pour la réserve de QRM et le CMS Wassel. Les deuxièmes périodes commencent sur les différents terrains normands et un premier rebondissement survient en à peine 1 minute. Suite à ce coup franc, le Havrais Steven Gouin reprend victorieusement de la tête et trompe Johan Blin. Les jeunes Hackmen, en quête de maintien, inscrivent un but d'importance qui fait momentanément sortir d'Yves Cabourg de la zone rouge et y plonger le SMGO. Tenu en échec, à la pause, sur le terrain du Grand Queville FC, l'US Alençon reste sur un fil en début de 2e acte. Seulement, le véloce Théobo Lavon, lancé côté droit, s'offre un rush en solitaire qu'il conclut d'une belle frappe qui fait mouche. Les hommes de Vincent Legnaud mènent 1-0 et grâce à la règle de la différence particulière, les voilà virtuellement maintenus en N3 pour la première fois de la soirée. Cette soirée justement tourne plus mal encore pour le FC Saint-Lô-Manche. À la réception de ce corner, l'excellent Florian Dubois assène un vrai coup au moral des préfectoraux à la 77e minute. Cherbourg prend 2 buts d'avance à Villemer, ce qui a pour effet d'assombrir plus encore le ciel saint-lois. Au Grand Queville, Alençon se déchaîne, Hakim El Hamdaoui temporise et glisse à Théobo Lavon, l'homme du soir. Face à son vis-à-vis, l'Alençonnais ne tremble pas et imite le Diepois Rémi Chombard en inscrivant un doublé dans cette 25e journée. Les joueurs de l'Orne sont tout près du maintien définitif. Avec un seul but d'avance sur Montgaillard, Yves Cabourg traverse la 2e période avec le risque d'être rejoint au score à tout moment. Alors pour calmer le palpitant de son groupe, Clément Lequesque expédie un joli tir au fond des cages pour le 2-0 à la 80e minute. Tout semble sourire désormais au SUDC, mais dans la minute qui suit, l'ESM Gonfreville prend son destin à bras le corps. L'inévitable Loris Ndong nous offre un superbe but lobé qui permet aux promus de recoller dans ce derby de la banlieue havraise. Le point qui se dessine pour le SMGO pourrait valoir cher à l'heure du décompte dans une semaine et renvoie surtout d'Yves Cabourg dans la zone rouge. Sacrée soirée.
De son côté, Saint-Lô s'effondre en fin de partie et voit Cherbourg s'offrir officiellement le maintien de manière triomphale. Julio César Romanelli s'offre un doublé plein de maîtrise et porte la marque à 3-0. Les hommes de Mathias Restou joueront leur peau lors du dernier match à Gonfreville. Les joueurs du Cotentin recevront Grand Quevilly sans pression. Et alors qu'on croit la soirée pliée, c'est l'ESM Géo qui va prendre un ultime coup au Havre. Sur un nouveau coup de pied arrêté dans le temps additionnel, Yoni Gomis fait jubiler la réserve havraise qui se maintient avec panache. La venue de Saint-Lô dans quelques jours sera donc une vraie finale pour de malheureux Gonfrevillais. Alors que l'US Alençon se maintient, à la Gécamp, Dieppe s'impose 3-0 et se maintient également. Il en va de même pour la baie de QRM et du CMS Wassel qui se quittent sur un score nul et vierge qui arrange tout le monde. Voici pour vous un petit florilège des diverses réactions recueillies à l'issue d'un samedi soir détonnant. Voilà, c'est vrai qu'on a manqué sur cette deuxième mi-temps de percussion pour pouvoir les perturber. Voilà, je pense qu'il venait jouer le nul, donc voilà, c'est pas un grand match. Clairement, alors nous on s'est mis un peu dans la mouise parce que ça fait 10 matchs qu'on n'a pas gagné, donc alors qu'on était limite à jouer la montée. Et le fait de prendre ce petit point nous assure le maintien et je pense que la semaine prochaine on pourra un peu décompresser et penser déjà à la saison prochaine. Ça fait toujours plaisir, surtout de mettre les deux seuls buts du match. Je suis content qu'on ait gagné, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on était à la recherche de cette victoire. Donc que du plaisir et puis on abordera le match la semaine prochaine avec la même envie qu'aujourd'hui pour pouvoir bien finir ce championnat. L'objectif était de venir ici pour prendre les points, c'est chose faite et de belle manière. De belle manière, on a entamé le match plus au plancher, 3-0 mi-temps, donc l'objectif c'était de repartir avec la victoire, les 3 points, clean sheet et maintien obtenu, donc forcément grosse satisfaction. C'est top d'avoir marqué un but, ça fait plaisir maintenant. Il y a ce côté un peu, je vais pas dire déception, mais on est face à une équipe de Saint-Lô qu'on connaît très bien, c'est des amis pour quelques-uns, enfin pour la plupart. Ça fait chier que ce soit contre eux, que voilà, c'est bien qu'on se maintienne. Mais voilà, face à une équipe comme ça, on sait qu'ils vont devoir jouer le match la semaine prochaine, c'est un peu embêtant. On aurait aimé qu'il n'y ait pas d'enjeu et que les deux équipes soient maintenues. Maintenant, je leur souhaite toute la réussite pour la semaine prochaine parce qu'ils méritent d'être là, quoi. De toute façon, on va rester sur nos principes. De toute façon, on n'a pas le choix, il ne faut pas lâcher. Mentalement, il faut se remettre d'équerre. De toute façon, ce qui est passé, ce qui est fait est fait. Et, on ira chercher les points à Gonfreville, on ne perd pas espoir et j'allais dire, on garde même confiance. 2-3 équipes assurées d'évoluer en N3 la saison prochaine avant la 25e journée. On est passé à 9 ce week-end aux côtés de la réserve du SM Caen, de la Gécamp et de l'AS Villers-Roulgat promu. Nous aurons donc le plaisir de retrouver le FC Dieppe, la réserve de QRM, l'AS Cherbourg, la réserve du Havre AC, le CMS Wassel et l'US Alençon. Félicitations aux formations qui ont obtenu leur maintien ce week-end. Rendez-vous en toute fin d'émission pour découvrir les enjeux de la 26e et dernière journée de la saison. Le débrief donc numéro 25 de la saison spéciale AF Virois avant de recevoir Christophe Lécuyer, le président de l'AF Virois et son capitaine Axel Fluchet pour évoquer la saison extraordinaire de l'AF Virois et le cycle sur lequel se sont engagés les joueurs du Bocage. J'ai le plaisir de mettre en avant, une fois n'est pas coutume, le corps arbitral. Arnaud Bisson, l'arbitre principal de cette rencontre entre l'AF Virois et la réserve de l'US Avranches, est avec moi avec ses deux acolytes. Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Bon Arnaud, comment s'est passé le match? Avant toute chose, on va présenter tes deux camarades. Tout à fait, donc Alexis Longuet qui est central régional 1 et puis Guillaume Nativel qui est un ancien comme moi. On a débuté ensemble et du coup il fait partie de l'élite des arbitres assistants. D'accord, bon, un match qui s'est conclu sur le score de 8-2, on vous le révèle déjà parce qu'on verra les images dans quelques instants. Un match de fin de saison entre une équipe assurée de monter, une équipe assurée de descendre. Comment on prépare un match comme celui-ci? Est-ce qu'il s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, c'était la fête avant tout. Les mots d'ordre donnés aux collègues étaient de profiter pleinement du moment, tout en étant sérieux, tout en étant au service du jeu, tout en protégeant les joueurs un maximum. Et le match s'est très très bien déroulé. De manière générale, comment est-ce que s'est passée cette saison de National 3 en Normandie? Plutôt bien. Moi, je pense que je partirai plus avec Guillaume et Arnaud. C'est vrai que moi, j'ai fait que 3-4 matchs dans la saison, donc je pense qu'eux auront un... De manière générale, la saison en Normandie, sinon? Super bien. Ouais, c'est un bon esprit. On a des super contextes, des super clubs, donc non, très bien. Sur la saison, même discours, c'est un championnat qui reste assez facile à arbitrer? Facile, pas toujours, parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux. Dans l'ensemble, ça s'est
bien passé, très bien passé même pour moi. Maintenant, là, on va arriver dans le Money Time, mais rendez-vous la semaine prochaine où là, les matchs vont être cruciaux. Ouais. Comme tu le disais tout à l'heure, la saison est longue. Il faut savoir rester humble dans la réussite, mais on a eu aussi des moments où il a fallu se remettre en question, c'est très important. Savoir travailler encore un peu plus pour performer. Et voilà, mais c'est une belle saison, c'était une belle saison cette année. Et oui, il nous reste encore un match important, certainement la semaine prochaine. Donc on va croquer ça à pleines dents et puis voilà, et puis on va profiter pleinement du moment. Et un débrief la semaine prochaine tout aussi important. Merci messieurs, c'est toujours important aussi de parler de votre travail. Ça fait plaisir de vous avoir reçu dans ce débrief. On se regarde tout de suite, si vous le voulez bien, les 10 buts, si je ne me trompe pas, du match entre l'AF Virois et la réserve de l'US Avranches. Et on passe tout de suite à la grande partie AF Virois avec Christophe Lécuyer et son capitaine Axel Flucher. La réserve d'Avranches, déjà reléguée en Régional 1, vire déjà en National 2. Le duel de samedi soir entre les deux formations bas-normandes était surtout l'occasion pour les joueurs virois de dire au revoir à leur public en finissant sur une jolie note festive. Les choses commencent parfaitement pour Vire quand Anas Lamrabet expédie une jolie reprise de volée hors de portée de Nathan Bisson pour le 1-0 dès la 13e minute. Vire se lâche après cette ouverture du score et l'ancien de Châteaubriand Jordan Perrier, bien lancé en profondeur, ajoute le deuxième but pour les locaux à la 24e minute. Les buts s'enchaînent alors à Pierre-Comte, Arthur Dallois laisse ce pénalty à Anas Lamrabet qui signe un doublé peu après la demi-heure de jeu. Ce n'est toutefois que partie remise pour le meilleur buteur du championnat qui va lui aussi de son but en première période, également sur pénalty. En début de deuxième acte, l'arbitre Arnaud Bisson siffle un troisième pénalty, cette fois pour Avranches. Le très remuant Nassim Sabi s'offre la réduction de l'écart en trompant Louis Deschâteaux pour le 4-1. Seulement Vire est affamé en ce samedi 27 mai et l'homme de la deuxième période, Erwan Kaczynski, y va de son but à la 55e minute. La soirée prend alors des allures de cauchemar pour la réserve manchoise quand 5 minutes plus tard, Kaczynski parvient à inscrire un doublé de près. Avranches s'offre un peu de baume au cœur dans un deuxième acte complètement fou quand le jeune Al-Habib Bouanali exploite une erreur de la défense bocaine. Cela fait désormais 6-2 pour Vire. Sous le soleil virois, les buts continuent à pleuvoir. La frappe de Dorian Charlier est déviée involontairement par Erwan Kaczynski qui réussit alors rien de moins qu'un triplé. Vient alors le clou du spectacle, Dorian Charlier réussit une 4e passe décisive, sa 18e de la saison derrière. Arthur Dallois met en avant ses qualités de finisseur. L'AFV signe à l'arrivée le carton de la saison, s'imposant 8-2 contre une équipe manchoise remaniée et limitée, à qui on souhaite évidemment le meilleur la saison prochaine en Régional 1. Une victoire donc 8-2 qui a ravi le public de Pierre-Comte ce soir, et j'imagine qui a ravi aussi le capitaine Axel Flucher qui ne jouait pas malheureusement ce soir, et son président évidemment Christophe Lécuyer. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Christophe, bonsoir. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. On va pas épiloguer sur cette partie, l'enjeu était moindre, mais 10 buts dans un match, ça fait toujours plaisir. Je lance Axel sur ça, c'était un match plaisant. Oui, forcément, c'est un match plaisant pour les joueurs offensifs notamment, parce qu'on a Arthur qui est toujours en course pour être le meilleur buteur. Donc voilà, c'est toujours important, et surtout de marquer à domicile. On était encore, et on l'est toujours, invaincu. Donc voilà, c'était important de bien finir à domicile avant de repartir de l'avant. Et un match, Christophe, qui s'est déroulé dans un bon esprit. Ouais, complètement. J'avais dit aux joueurs que c'était juste important de réussir la sortie, parce que les gens retiennent aussi cette image-là après un dernier match à domicile. Donc c'est un match sans grand enjeu, c'est vrai, mais voilà, il y a eu du spectacle, il y a eu beaucoup de buts. Le match a été parfaitement arbitré dans l'esprit par Monsieur Bisson et ses assistants, donc on est très heureux de terminer sur cette bonne note. Ce que je vous propose pour cet épisode du débrief, on ne va pas se focaliser sur la montée de l'AF Virois, déjà on en a beaucoup parlé, on ne va pas non plus se projeter sur la future saison parce qu'on aura tout l'été sur Foot Normand pour parler des différents mouvements, l'adaptation du club aussi à cette nouvelle division. Donc moi ce que je voudrais faire avec vous, c'est raconter un petit peu comment finalement l'AF Virois s'est retrouvé en 10 ans du niveau Régional 2, actuel Régional 2, qui était le niveau DSR à l'époque. Comment le club est arrivé jusqu'en National 2. Christophe, toi tu es arrivé à la tête du club en 2014. Le club était dans une position quand même moins confortable qu'aujourd'hui. Oui, évidemment, ça c'est des cycles. Le sport, le foot, c'est des cycles. Et c'est vrai que quand on est arrivé, le club qui a connu quand même un passé ici en CFA2 à l'époque était sur une dynamique un peu plus compliquée. Il était, c'est vrai, en Régional 2 à l'époque. Il a fallu relancer une nouvelle dynamique, apporter un petit vent de fraîcheur, repartir avec encore une fois des fondations solides, remettre de l'identité viroise à tous les niveaux. Donc voilà, en toute humilité, parce que mon prédécesseur avait fait un grand travail, il avait donné beaucoup de son énergie. Mais encore une fois, on est arrivé avec quelques idées nouvelles et surtout on y est allé par étapes. On savait qu'on partait de loin. La première année, on a eu la chance de monter en Régional 1, donc dès la première saison.
On a installé le club en Régional 1, on lui a permis de jouer les premiers rôles et de préparer une montée en National 3. On se disait que ce serait déjà bien de pérenniser le club à ce niveau-là, et puis c'est vrai que c'est allé un petit peu plus vite que prévu, puisqu'on est monté en National 3 donc, en 2019. Et puis voilà, c'est vrai qu'à l'été 2023, le club va franchir donc, ce nouveau palier historique pour la Virois, donc celui d'accéder au National 2. Alors on a un témoin privilégié de toute cette aventure et de toute cette ascension viroise, c'est le capitaine Axel Fluchet qui est avec nous dans ce débrief. Axel, toi tu es arrivé en 2016 il me semble, été 2016, tu as découvert quel club et surtout qu'est-ce qui a changé finalement entre 2016 et 2023? Aujourd'hui on est arrivé, il y avait déjà Anthony Ferron aussi, on est arrivé en même temps sur cette aventure-là. On est arrivé, on a connu la plaine, maintenant il y a le terrain synthétique. Et on a connu de l'évolution dans tous les domaines, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de l'encadrement, mais aussi au niveau de tout ce qui est bénévole, parce qu'aujourd'hui on est un club qui est très attractif par rapport à ça. Tout le monde est ici pour se sentir au mieux dans ce club. On a aussi forcément des dirigeants qui font en sorte que tout le monde se sente bien. Il est humble là-dessus, mais le président a aussi fait beaucoup là-dessus, à pouvoir rassembler et fédérer. Et c'est ce qui a fait, je pense, aujourd'hui la force de ce club, c'est ça. C'est qu'on est une réelle famille. Moi, je suis arrivé ici, je suis bourguignon de base. Le président est venu me chercher et aujourd'hui, je suis virois de cœur. J'ai acheté ma maison ici et c'est ce qui fait aujourd'hui cette force, parce que tout le monde a envie de se battre pour ce club. Tout le monde a envie de se battre pour ce maillot. Et je pense que tout le monde a aussi envie de se battre pour ce président. Je vais insister avec toi justement sur des métamorphoses peut-être qui ont été opérées, mais par exemple au quotidien, qu'est-ce qui a changé entre pour un joueur de l'équipe première qui venait jouer en 2016 à la Virois et pour un joueur qui franchit la porte là tous les jours de l'entraînement en 2023? Qu'est-ce qui a changé? C'est aussi une volonté du coach. Le coach Waro est arrivé la deuxième année en 2017. Il a emmené sa rigueur, ses ambitions et il a fait un groupe pour se préparer à jouer ce championnat, pour aller encore plus loin. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde a cette rigueur, à vouloir travailler, à vouloir se battre pour les uns pour les autres. Et c'est ce réel changement qui fait que chaque jour, voilà, on est dans des très bonnes conditions, on a des terrains de qualité, on nous accompagne chaque jour, que ce soit le président, que ce soit Mika. Et là-dessus, on ne peut pas tricher. Et c'est cette évolution-là que chaque jour, on s'améliore. On investit dans des outils de récupération, on investit dans une salle de musculation. Et aujourd'hui, petit à petit, le club essaye de se professionnaliser. Et c'est aujourd'hui la récompense de tout un club de pouvoir accéder à ce niveau National 2. Je me retourne vers toi, Christophe. Forcément, quand tu es arrivé à la tête de ce club, donc il y a 9 ans, maintenant je fais bien le calcul, je ne me trompe pas. Il y a 9 ans, il y avait quoi comme objectif prioritaire? Est-ce que par exemple c'était l'équipe première, c'était le niveau où aller jouer l'équipe première? Ou finalement il y avait d'autres défis à relever que tu as certainement relevé si le club en est là aujourd'hui, il n'y a pas de secret? Franchement, l'objectif a toujours été humble et raisonnable. Quand je suis arrivé, l'objectif c'était de redonner à l'équipe première en tous les cas sa place parmi l'élite du foot régional, parce que je pense que Vire méritait au moins sa place en régional 1. Certains arrivent en se projetant sur 5, 6, 8 ans en disant voilà, l'objectif c'est dans 8 ans d'être en National 1. Moi pas du tout, vraiment pas. On y est allé par étapes. Une fois qu'on a installé le club en Régional 1, on s'est dit allez, pourquoi pas tenter le National 3. On avait structuré, comme le dit Axel, on a amené des fondations. La ville nous a accompagnés dans le développement des infrastructures. L'arrivée du synthétique ici a métamorphosé la vie du club. Vraiment, ça a changé du tout au tout. Ça a changé le quotidien de tout le monde, des joueurs, de l'encadrement, des jeunes aussi du club, parce que l'équipe première c'est la locomotive, mais c'est à quel point les autres équipes du club comptent aussi beaucoup pour moi. Un nouveau complexe d'entraînement aussi. Donc on y est allé par étapes, et lorsque effectivement on a posé des fondations sérieuses, on s'est dit allez, maintenant peut-être qu'on peut essayer de jouer un peu les troubles faites dans le championnat National 3. Encore une fois, moi je suis pas arrivé en début de saison en disant l'objectif c'est de monter en National 2. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est allé un petit peu plus vite que prévu, mais c'est vrai que voilà, on est allé. Alors moi j'écoute beaucoup, je me laisse convaincre quand on m'apporte des bons arguments, donc quand je peux accompagner les projets, les infrastructures, encore une fois avec le soutien des partenaires et de la ville, on le fait, mais on le fait ensemble. On a la chance ici d'avoir une complémentarité au quotidien avec des kinés qui suivent les joueurs. On a un médecin du club qui est là tout le temps avec nous, à l'extérieur comme à domicile. Voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça, et c'est des gens qui s'investissent au quotidien pour placer les joueurs dans les meilleures conditions. Et depuis donc la saison de ton arrivée, donc 2014-2015, c'est ça? C'est ça. 2014-2015, beaucoup de joueurs se sont succédés pour arriver aujourd'hui à ce qui se fait de mieux cette saison en National 3. Comment ça se construit un effectif capable de jouer la montée en National 2? On imagine que forcément il faut du réseau, tu as dû apporter aussi ton réseau certainement, il faut des idées, il faut la patte d'un coach, c'est plein d'éléments à maîtriser.
C'est complètement ça. Je pourrais t'embaucher comme directeur sportif en fait. On essayait toujours d'avoir un temps d'avance sur le recrutement. C'est-à-dire que quand on était en Régional 1, on se disait que si on voulait monter en National 3, ça serait bien qu'on ait dans l'équipe des joueurs qui soit avaient un peu l'expérience du National 3 ou qui du moins avaient un potentiel pour pouvoir amener le club à ce niveau-là. Et on a fait pareil ces 2 dernières saisons en se disant voilà, on va essayer d'amener des joueurs qui ont vécu en National 2. C'est le cas d'Arthur Dallois, c'est le cas de Lucas Boudonnet, des garçons comme ça, qui amènent leur expérience au groupe. Et surtout, on est très vigilant évidemment sur l'humain. Et ça, on partage tout ça avec le coach Cédric Ouaro qui lui aussi évidemment a amené la patte. Cédric Ouaro, il est pour beaucoup dans l'ascension du club aujourd'hui. Il se parcourt en Coupe de France, il a fait monter 2 fois le club. Et la vraie fierté, en tout cas, qui est la mienne aujourd'hui par rapport à cette équipe première, c'est d'avoir vécu ça avec, encore une fois, des garçons qui ont cru au projet avant qu'on soit là. Parce que maintenant, c'est plus facile de recruter des joueurs en National 2. Mais à l'époque, il fallait y croire au projet. Quand on était en Régional 2, j'ai un garçon comme Hippolyte Voivenel, il était là. Il est venu cette année-là en Régional 2. Il était titulaire pour le match de Cherbourg qui nous emmène en National 2. Et la plupart des garçons, ils sont arrivés en Régional 1. Ils ont fait monter le club en National 3. Et ce sont ces mêmes garçons qui aujourd'hui nous emmènent vers un autre horizon, celui du National 2. Allez, on va jouer un petit peu la carte de la nostalgie avec toi, Axel. Tu es arrivé donc il y a 7 ans. Je suis bon en calcul aujourd'hui. Allez, top 3 de tes meilleurs souvenirs avec l'AF Virois. J'imagine qu'il va y avoir forcément un petit peu de Coupe de France là-dedans. Ouais. Quelle place est là aussi cette montée? Dis-nous. C'est pas facile, je t'ai pas prévenu. Mes 3 meilleurs moments. Je pense que la Coupe de France restera un moment incroyable. C'est Montlouis, avec le but de Stanley à dernière pas minute, mais on n'est pas très loin. Forcément, ce match de Coupe de France contre le FC Nantes, et je mettrai le Stade Malherbe parce que voilà, on a joué 2 clubs professionnels dans un stade incroyable pour des joueurs amateurs, et forcément le dernier c'est ce match de Cherbourg à domicile, parce que il y avait tellement de choses à prendre en compte, les paramètres, il fallait que tout soit aligné, et à ce moment-là on l'a su au moment, donc ouais, c'était ce meilleur moment-là. Donc les 3 moments c'était cela, il y en a plein d'autres dans la saison, je pourrais en citer encore plein d'autres, mais oui, cette saison elle reste fantastique. Honnêtement, je souhaite à tous joueurs amateurs de pouvoir vivre ça avec un groupe extraordinaire, et ça, je pense qu'on s'en souviendra toute notre vie. Christophe, il y a quelque chose qui échappe à personne en Normandie, et surtout dans le débrief on est assez privilégié pour le savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu as beaucoup développé, c'est le côté médiatique quand même, parce qu'on le rappelle, tu es journaliste de profession. Le club vit très bien sur les réseaux sociaux, c'est très facile maintenant de savoir comment vit l'équipe première à travers les vidéos, et dans le débrief on en profite aussi pour remercier tout ce qui s'est passé depuis 2 ans avec tes chargés de communication. Ça a de l'importance aussi, ça, quand même, de faire briller le club, parce que l'AF Virois maintenant a vraiment pris une place importante dans le paysage normand. Ouais, pour moi c'est important. Je dis souvent, il y a le savoir-faire qui est important, qui est fondamental, et puis il y a le faire savoir. Alors pas par prétention, pas du tout, mais ça crée quelque chose d'incroyable au sein du club. Encore une fois, les réseaux sociaux, on en pense ce qu'on veut, mais la communication digitale du club, elle est pour moi extrêmement importante aujourd'hui pour faire vivre cette communauté qu'est l'AF Virois. Je dis souvent c'est 500 licenciés, mais en fait c'est 2000-2500 personnes avec les familles, mais c'est le cas dans beaucoup de clubs évidemment, et ça crée du lien social. C'est quelque chose d'extrêmement important, encore une fois, pour moi aujourd'hui. Ça crée du lien avec les partenaires. Il y a des partenaires qui viennent aujourd'hui, qui sont devenus des amis avec les joueurs, et on a créé du lien, je pense, accéléré avec cette communication. Donc voilà, on a eu la chance aussi, c'est vrai, depuis 9 ans, d'avoir plutôt des dynamiques positives. Donc voilà, il faut aussi savoir le reconnaître. C'est plus facile de communiquer quand on est sur une dynamique favorable que quand on est dans une période compliquée. En tout cas, il me tient à cœur, avant de boucler cette partie, le débrief a aussi existé grâce au concours de l'AF Virois et de tous les clubs qui jouent le jeu. Donc vraiment, merci du fond du cœur à toi. On va penser à Théo Guézé, à Titouan Leroux, à Paul Gazangel, qui souvent œuvre pour nous aider à la caméra, pour nous faire les montages, et vraiment c'est précieux. Ouais, moi je voulais aussi vous remercier tous en fait, et toi particulièrement Aurélien, et sans flatterie aucune, mais voilà, je trouve que ça a révolutionné encore une fois la visibilité sur le championnat national 3, et je crois que tous mes petits collègues présidents et dirigeants de club seront d'accord avec moi. Il y a peu de régions, il y a peu de championnats N3 qui ont une telle visibilité. Je crois même qu'il n'y en a pas du tout. Donc encore une fois, le grand merci au nom, je pense, sans prétention, de tous les collègues présidents du National 3, le grand merci qu'on peut vous adresser, c'est à vous, toute l'équipe de foot normand, pour la couverture incroyable que vous avez assurée sur notre championnat. Et donc à travers notre championnat, c'est nos joueurs, c'est nos entraîneurs, c'est les bénévoles qui font vivre les clubs. En tout cas, ça me fait plaisir, mais il ne faut pas oublier que ce débrief existe aussi grâce à l'apport de Sport Info Global. On va saluer Marc Tivagno, on va saluer Dominique du FC Saint-Lô, on va
saluer Emilien du côté du FC Dieppe. Bref, beaucoup de gens qui se sont pliés au jeu. Allez, avant de se quitter quand même, je vous ai dit qu'on n'allait pas trop parler de National 2. On conclut sur une note National 2, c'est obligatoire. On en reparlera tout l'été. Dernier mot pour toi, Christophe. J'imagine que c'est un challenge, sans rentrer dans les détails, c'est un challenge quand même excitant en tant que président de préparer une saison de National 2 inédite pour le club. C'est vraiment ma dernière question pour toi. Ouais, c'est quelque chose de fantastique, évidemment. On va faire peu évoluer le groupe, comme on l'a toujours fait chaque année. On va y toucher un petit peu. On va essayer de recruter 4 ou 5 joueurs, mais des garçons qui, encore une fois, et c'est important pour nous, ont envie de vivre une aventure sportive, mais aussi une aventure humaine, parce que moi je tiens à ce que les garçons ils vivent ici, ils vivent l'aventure jusqu'au bout en étant vraiment impliqués au cœur de la ville et de son territoire. Donc ça c'est extrêmement important. Et puis on va continuer de travailler avec la ville sur le développement des infrastructures, parce que la tribune qui est derrière nous ne sera bientôt plus. Il y a un important projet ici. Encore une fois, je remercie les élus de Vire-Normandie, tous, parce que ici le sport et le foot en particulier font consensus au sein de l'équipe municipale, et ça vraiment je m'en félicite. Il y aura une nouvelle tribune, il y aura de nouveaux vestiaires, il y aura vraiment de nouveaux équipements top niveau pour accompagner le club dans la suite de l'aventure. J'en profite, on conclut donc cette émission, en tout cas cette partie avec Christophe Lécuyer et Axel Flucher. Vous êtes bien au courant, bien sûr, sur les réseaux sociaux que nous avons lancé les trophées du National 3 version 2022-2023. Il y avait un petit prix honorifique qui figurait. On a demandé aux différents coachs, aux différents capitaines d'élire le prix de l'hospitalité. C'est un prix symbolique, on n'a pas de trophée à vous remettre, mais Christophe, sache que c'est l'AF Virois qui est arrivé en tête des suffrages. Les clubs ont voté sur certains critères, l'accueil déjà de la part des bénévoles, les structures, l'ambiance au stade. Donc félicitations à vous, vous êtes reconnus en tout cas par vos adversaires. C'était peut-être pas facile pour eux de venir jouer ici, mais en tout cas on salue. Aucun n'a gagné en tout cas. Non, aucun n'a gagné. En tout cas, on salue chez vos adversaires c'est très gentil. L'hospitalité de l'AF Virois. Et vous avez été plus de 3000 à voter cette saison pour les trophées du National 3 2022-2023 par Foot Normand. On remettra ces trophées la semaine prochaine dans une nouvelle émission délocalisée du côté du FC Dieppe à l'occasion du match entre le FC Dieppe et l'AF Virois. On risque de se revoir donc, messieurs. Et avant de se quitter, petite information importante, on vous a fait voter sur 7 trophées. Bien sachez qu'il y en aura un 8e. Vous avez été plus de 3000 à soutenir les nommés pour les catégories individuelles ces derniers jours. Combien serez-vous alors pour élire le plus beau but de la saison ? Cette saison Foot Normand remettra en effet un trophée au joueur du championnat qui aura inscrit la plus belle réalisation du championnat. Après une présélection serrée et rondement menée par les contributeurs réguliers du débrief issus des 14 clubs du championnat, c'est à vous de départager les meilleurs artificiers de la saison. Voici pour vous les 6 réalisations finalistes pour le titre de plus beau but du championnat de National 3 Normand 2022-2023. Sont nommés Abou Amadou de Montgaillard pour ce sublime enchaînement contre le SM Gonfreville lors d'un récent match en retard. Adama Sidibé du FC Dieppe. Grâce à ce lob plein de culot réussi contre le CMS Wassel, c'était le 28 janvier dernier. Malcolm Perriand, le feu follet de la Gécamp, pour cette frappe splendide et spontanée réussie contre le SU Div Cabourg lors de la 9e journée. Alexis Menmar, le milieu du Grand Quevilly FC, auteur face à la réserve d'Avranches d'un tir imparable de l'extérieur de la surface, le 4 mars dernier. Isaac Chipamba, la révélation quevillaise qui s'est offert ce but mémorable, ni plus ni moins que sur le terrain du futur champion virois, lors de la 4e journée. Dorian Charlier, le maître à jouer de l'AF Virois, pour ce lob plein de culot et de spontanéité réussi sur la pelouse de l'AS Cherbourg le 26 novembre, c'était lors de la 9e journée. Pour voter, rien de plus simple, rendez-vous sur footnormand.fr ou en cliquant sur le lien que vous trouverez en description sous cette vidéo. La marche à suivre est la même que pour les 7 premiers trophées. Les votes seront clos le samedi 3 juin prochain à midi. Vous découvrirez le but vainqueur lors de l'ultime débrief de la saison le lundi 5 juin prochain. Merci d'avance pour votre participation. Avant de se quitter, je vous propose de faire un large bilan sur tous les résultats écoulés cette semaine, enfin ce week-end, ce samedi soir en National 3. Ça a beaucoup bougé en bas de tableau. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? On voit tout de suite ça en images. En s'imposant à l'extérieur, Alençon, Cherbourg et Dieppe ont donc validé leur maintien au 5e échelon français. En faisant de même à Montgaillard, le SU Div Cabourg s'est offert le droit d'y croire lors de la dernière sortie de la saison. Sivir a réussi le carton du week-end sans réelles conséquences. Les défaites de Gonfreville au Havre et de Saint-Lô contre Cherbourg font très mal. Le seul 0-0 de la 25e journée entre la baie de QRM et le CMS Wassel a au moins eu le mérite de maintenir les deux équipes. Au classement, si les 2 premières places sont verrouillées, la lutte va faire rage pour la 3e place sur le podium. Pour l'heure, c'est Dieppe encore menacé par la zone rouge voilà quelques semaines qui semble le mieux parti pour la rafler. Dans la deuxième moitié de tableau, il reste 3 équipes incertaines de leur avenir. Entre Div Cabourg, Gonfreville et Saint-Lô, il y aura dans une semaine 2 formations malheureuses et une seule en mesure de jubiler.
Et justement, la dernière journée de la saison aura lieu le samedi 3 juin. Toutes les rencontres qui s'affichent devant vous auront lieu à 18h. Il s'agira alors de la dernière journée du National 3 sous sa forme régionalisée. Le hotspot sera à n'en point douter le choc entre le SM Gonfreville et le FC Saint-Lô. En cas de victoire, Saint-Lô sera assuré de se maintenir quoi qu'il arrive. En cas de succès gonfrevillais, les hommes de Rachid Hamzaoui devront espérer quant à eux que Div Cabourg n'en fasse pas autant face à la réserve de Quevilly-Roux en métropole. Pour s'en sortir, vous l'avez compris, Div Cabourg pourra se contenter d'un match nul si le SMGO et Saint-Lô se séparent aussi sur un match nul. Un ultime succès des hommes de Philippe Clément se révélerait insuffisant en cas de victoire saint-loise dans le même temps. Pour cette dernière, nos caméras seront à Dieppe pour le dernier tournage de la saison et la remise des trophées du National 3 version 2022-2023. Tout vous sera dévoilé le lundi 5 juin en fin de journée à l'occasion d'une émission spéciale où vous découvrirez aussi qui seront les deux autres promus de Régional 1 après l'AS Villers-Houlgate. Auteur d'un nouveau doublé ce week-end, le Virois Arthur Dallois est seul au monde désormais dans le classement des buteurs et devrait, sauf cataclysme, rafler le titre honorifique de meilleur artilleur de la saison la semaine prochaine. Dans le top 7 en effet, seul Loris Ndong s'est distingué en marquant au Havre. Le Gonfrevillais affiche 13 buts au compteur, que cela ne vous étonne pas. Une double erreur s'était en effet glissée dans notre dernier classement en date. Grâce à son triplé du week-end, le Virois Erwan Kaczynski, désormais auteur de 9 buts cette saison, frappe à la porte du top 7. C'est donc la fin de cet épisode spécial du débrief 100% National 3, l'épisode 25 qu'on a tourné ce soir depuis le stade Pierre-Comte de Vire. Merci Christophe Lécuyer d'avoir été notre invité. Merci infiniment Aurélien, c'était un vrai plaisir, vous revenez quand vous voulez. Merci Axel, c'était aussi un plaisir de t'avoir dans cette émission et on se retrouve pour de nouvelles aventures la saison prochaine en National 2. Je souhaite que tu sois avec nous prochainement en National 2, mais en tout cas au nom du groupe, on te remercie énormément pour l'image que tu as pu faire autour du club, mais aussi autour de tous les joueurs de ce championnat-là. Merci, on se retrouve pour le dernier épisode du débrief 100% National 3 la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, salut!